Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Mais qu'est-ce que tu fais là, David? C'est le best-of. Le best-of de quoi? Le best-of de Plus ou Moins Geek, ça va pas être la shopping list. Et oui, c'est le premier best-of de Plus ou Moins Geek. Alors qu'est-ce que vous avez retrouvé? Vous avez retrouvé les meilleurs sujets, les meilleures rubriques, le meilleur du meilleur de la geekitude. Mais toute l'équipe est morte? Mais non, n'importe quoi. Allez, sommaire. Dans ce premier best-of, vous découvrirez l'interview carrière du créateur des mystérieuses Cités d'Or, le jeu de rôle Cops, Yumi et son cosplayer du jour, une enquête sur la Bitlit, Noobs, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, un flashback sur les cartes Kratos, un entretien avec le papa de Raon, Baptiste et Nico plongés dans l'histoire. Mais retrouvons Franck et David, nos Michel Drucker et Julien Courbet du jour. Oh pardon, ce sommaire était trop court, il ne m'a pas laissé le temps de finir mon café. Attends, je comprends pas, si on fait un best-of, c'est bien que l'équipe elle est morte. Je sais pas, ils se sont fait écraser par le plateau ou alors... Non, c'est un producteur véreux qui les a bâillonnés et qui les a étranglés. Non, c'est un clown parce que c'est toujours la faute des clowns. Non, c'est pas la faute d'un clown. Et d'ailleurs, je vais te montrer un truc qui va te remettre sur les rails. C'est l'interview carrière de Jean Chalopin. C'est un mec incroyable. Il était de passage 24 heures en France. Il nous a laissé 1 heure d'interview. C'est le créateur des Mystérieuses Cités d'Or, d'Ulysse 31, d'Inspecteur Gadget. Un mec adorable. Mais il a fait un dessin animé sur des clowns, ce gars. Les clowns, ils sont dans ta tête, Franck. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Bon sang, Marty, mais cet homme qui regarde sa montre, ne serait-ce pas Jean Chalopin? Ah, Jean Chalopin, l'homme qui a bercé notre enfance. Vous ne vous rappelez plus? Alors tout de suite, blind test de générique. Et là ça va pas. On saute mais nous le lui rendons. Nous les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Je serai son pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. Eh oui, c'est lui le créateur de toutes ces séries. Ah, on me dit dans mon oreillette que nous avons une question pour lui à la rédaction, question de monsieur Ulysse. Pourquoi avoir fait la série au Japon? D'abord, une première chose, parce que notre capacité de production en France était très petite. Donc moi, je suis parti avec mon bâton un peu partout en Asie. C'est au Japon que j'ai trouvé la meilleure réponse. Donc on a fait la première coproduction franco-japonaise jamais faite. Né en 1950, Jean Chalopin affiche 30 ans à peine au moment de la diffusion en 1981, tout comme ses associés René Borg et Bernard Derriès. Ulysse, encore une petite question? Je m'étais dit, quelque part, il fallait que... C'était le début des ordinateurs, on était parti sur des grandes idées. Et évidemment, il n'y avait pas une seule personne capable de le faire. On a trouvé un type qui s'appelait Gilbert Comparetti, un passionné aussi, qui a dit « Mais nous, on a des gros ordinateurs, on peut dessiner le vaisseau d'Ulysse. » Et on a dépensé beaucoup de temps et d'argent là-dessus. À la fin, on l'a refait à la main, parce que ça ne marchait pas. Mais on était les premiers au monde à faire de l'image de synthèse là-dessus. Nous avons un nouvel appel du petit Esteban qui a une question pour Jean. Étiez-vous conscient du succès de nos séries? On faisait les choses avec une telle passion, on ne s'est jamais rendu compte qu'on était en train de faire quelque chose qui allait... Je peux vous dire d'ailleurs que les Cités d'Or, aucune télévision française n'en voulait. Aucune n'en voulait. Parce que c'était « les feuilletons, ça ne marchera jamais, personne n'aimera ça, les diffuseurs ont des idées préconçues. » Et finalement, ça s'est prouvé absolument le contraire. Les Cités d'Or était un succès extraordinaire. On l'a fait sans aucun critère, sans aucune idée préconçue. On n'a pas écouté les psychologues, on n'a pas écouté les marchands de jouets. On a fait ce qu'on a voulu faire avec notre cœur. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Est-ce qu'on peut me passer une autre question pour Jean Chalopin, s'il vous plaît? Une question de monsieur Gadget. Alors, go Gadget aux questions. Comment suis-je né? Donc, quand il est arrivé, Andy nous a regardé, écoutez comme ça, il a dit « Mais il faut penser au merchandising, il faut penser aux jouets. Alors, il faudrait faire quelque chose qui puisse être un jouet. » On a fait 2 aventures, maintenant il faut faire de la comédie. Alors on est parti sur l'idée de la comédie. Et l'idée c'était vraiment de faire un mélange de Million Dollar Man, comme on dit, l'homme d'1 million de dollars, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, ce personnage qui se régénère tout seul, etc. Un mélange de Clouseau dedans, qui était vraiment ce flic qui a une chance extraordinaire, mais qui se trompe tout le temps. Et Get Smart, c'est-à-dire Max la menace. Et on a secoué tout ça, plus rajouté des jouets, et Gadget est sorti de ça.
Mais qui se cache derrière le Dr Gang? Et Disney a pris la liberté de révéler le personnage de Dr. Gang. Malheureusement, on n'est pas forcément d'accord sur la révélation. Qui est vraiment Dr. Gang? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît? Est-ce que c'est Gadget lui-même? Est-ce que la double face de Gadget? C'est peut-être intéressant comme idée. Est-ce que c'est son chef? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un vrai méchant? Je ne sais pas. Peux-tu venir ici, Charlie Mini? Mais Jean Chalopin, c'est aussi les diplodos, les mini-pousses. D'ailleurs, le petit Eric m'envoie une question pour Jean. Comment avons-nous vu le jour? Notre première rencontre était avec un monsieur qui s'appelait Squire Rushnell et il était basé à New York. Il nous a dit, voilà, il nous a balancé un petit livre qui s'appelait The Borrower, les emprunteurs en français. Si vous revenez avec un bon concept, je vous donne un premier pilote à faire. Le jour fatidique arrive, j'éternue, j'ai les yeux qui pleurent, tout l'avion, je dis, oh là là, c'est la chance de notre vie et je vais arriver terrible là-dessus. Donc tout le monde est là pour notre présentation. Et je me lève, je commence à dire, eh bien voilà, les Littles, et je m'endors debout. Avec l'effet de 5 contacts, je m'endors debout. Mais saviez-vous que la série Coup de cœur de Jean, son bébé, est aussi son œuvre maudite, Le Maître des Bottes, à découvrir de toute urgence? Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai produites. Mais elle est inconnue parce qu'elle est passée à 6 h du matin ici en France. Et aujourd'hui, c'est dans la cave de Disney. Ce sont des séries ignorées un peu, si vous voulez, qui sont passées. On est rentré aujourd'hui dans un cycle où, si on n'a pas ce soutien du jouet, c'est assez dur de faire des choses qui sont de la création pure. Et moi aussi, je vais y aller de ma petite question, mais comment se finit Jace et les Conquérants de la Lumière, s'il vous plaît, Jean? Non, il n'y a pas de fin de Jess. On n'a pas voulu de fin parce que pour nous, notre ambition, c'était de continuer. Ça n'a pas continué, essentiellement parce qu'on a eu des difficultés de continuer le financement parce que le jouet n'a pas marché. D'avoir tant de gens qui vous sourient. En tout cas, Jean Chalopin regorge de projets puisque des reboots de gadgets et des jumeaux du bout du monde sont dans les tuyaux. On nous a souvent proposé de faire Ulysse 31. Pour l'instant, ça n'a pas abouti encore. Je ne sais pas si ça arrivera. Je ne sais pas. Il y a certainement quelque chose à faire. Je ne suis pas sûr. En tout cas, les petits et les grands seront ravis d'apprendre le retour des Cités d'Or en 2012. Pour tout ça, merci Jean. Franck, personne n'est mort puisque je suis là. Touche, touche, ça c'est du dur, touche pas trop bas, je suis vivant. Ah mais t'es le seul survivant, enfin rien n'empêche les choses, je sais pas, moi j'aurais préféré que ce soit Fred et Seb. Alors là je t'entends parce que si tu veux ta bouche elle est à peu près à 40 cm de mes oreilles. Allez, je crois qu'il est temps de regarder le meilleur du jeu de rôle, jeu de plateau avec la rubrique de Stéphane, notre chroniqueur. Stéphane il va me manquer avec sa voix. Bonjour et bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Et la chronique qu'on va voir c'est Cops. Moi je vais lancer un dé pour savoir combien je suis triste. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique Jeux de rôle, jeux de plateau. 2 joueurs sont disponibles pour épauler le maître de jeu et réaliser la chronique ce soir. Ça tombe bien parce que 2 joueurs, c'est le nombre parfait pour jouer à Cops, une merveille de création française qui date de 2002. Dans Cops, les joueurs incarnent des flics dans le Los Angeles de 2030, façon The Shield ou Esprit criminel, façon L'Arme fatale ou LA Confidential. Tout dépendra de leurs actions, comme dans n'importe quel jeu de rôle. On rejoint la partie in media res. Le meneur de jeu est en train de décrire une scène de crime sur laquelle les personnages des joueurs ont été appelés. Florian joue un vétéran de la crime, du genre physique. Il se tient bien droit quand il parle pour son personnage et on voit qu'il a pris les choses en main. On le voit là actuellement en train de harceler le MJ de questions. Lors du crime, qui a passé l'appel, quels sont les témoins, est-ce qu'il y a des caméras dans la rue? Et le MJ interprète de son côté le flic en uniforme qui essaye de lui répondre bon gré mal gré. La victime s'appelle Selena Martinez, c'est une journaliste, etc., etc. John joue un jeune flic, un newbie qui est tout juste sorti de l'école. Pour le moment, il a pris des notes. C'est un excellent réflexe à Cops, le seul moyen de tenir compte et de tenir trace de tous les indices que jusque-là il a pu accumuler avec son collègue au fil de leur enquête. Il relève la tête, il demande à inspecter lui-même la scène de crime. C'est une très bonne prise d'initiative. Il demande au maître de jeu comment faire, celui-ci lui demande de faire un jet de perception plus scène de crime. John a 4 en perception, il lance donc 4 dés à 10 faces. Pour chaque résultat supérieur ou égal à 7, son score dans la compétence, il obtiendra un succès. Comme John a une spécialité dans cette compétence, grâce à un stage réalisé à la scientifique, il a un dé bleu, qui vaut 2 succès. Le jet est très important. Et le résultat est magnifique. John obtient
5 succès avec son personnage. Avec une telle réussite, son personnage est même en train d'indiquer aux gars de la scientifique comment mieux faire leur travail. En attendant les résultats d'analyse, les joueurs décident d'aller interroger les proches de la victime. Les joueurs sont persuadés que l'agresseur connaissait Miss Martin. Le crime est violent, tous les objets de valeur sont encore en place, bref, tout colle. Les joueurs récapitulent les éléments dont ils disposent, le MJ les observe. Florian soupçonne peut-être une petite mise en scène, il en fait part à son collègue. Soudain, alors qu'ils discutent, le MJ les interrompt. Les personnages viennent de recevoir un appel radio, c'est un 10-18. Un 10-18, c'est un appel urgent passé à une voiture en particulier. Cela peut être n'importe quoi. Un crime, un début d'émeute, un type qui court tout nu dans une rue passante, bref, n'importe quoi. Les gars sautent dessus. Florian signale au MJ que son PJ prend la radio et il répond du tac au tac à l'appel. C'est un braquage en cours dans une supérette. John est au volant, il demande à faire un jet de conduite pour essayer d'arriver au plus vite sur les lieux. Son personnage a 3 dés en coordination, 7 plus en conduite, il lance les dés. Un seul succès. C'est malheureusement tout juste suffisant pour pousser un peu la voiture. Les joueurs ont annoncé qu'ils éteignaient la sirène, ils souhaitent tenter une approche discrète. John passe par l'avant et se dirige vers la devanture de la boutique pendant que le personnage de Florian contourne les lieux et cherche une sortie à l'arrière. Les personnages ont revêtu leur combinaison de combat, ils portent leur masque. De son côté, le MJ est debout depuis le début de la séquence. Il décrit la situation au personnage, leur décrit les lieux, et à la demande des joueurs, il est en train de réaliser un plan sommaire, de manière à ce que les choses soient très claires pour tout le monde. Il demande aux joueurs leurs attitudes pour la séquence. Le personnage de John choisit une attitude prudente, il pose la carte correspondante devant lui. De son côté, le personnage de Florian fait l'inverse, il se met en mode ultra agressif. L'objectif du joueur est évidemment de réussir à devancer les deux gangers et à agir avant eux. De sa position, le PJ de John ne voit rien, comme on le voit sur le plan. Le maître de jeu le prévient, mais le joueur fait non de la tête, il ne souhaite pas se déplacer. Son personnage est un newbie, peu habitué au terrain, il craint de se faire remarquer avant le début des événements. Le maître de jeu décrit un ganger qui se déplace dans une allée juste en face du personnage de Florian. Florian réagit aussitôt, il annonce que son personnage le braque et crie « Police, lâche ton arme !» Le maître de jeu réplique évidemment que le ganger s'arrête et lève les mains. Par contre, le collègue du ganger est en train de fuir vers l'avant du magasin. John l'entend qui s'approche de lui, il fait un jet de réflexe plus corps à corps. C'est réussi, de justesse mais réussi. Le personnage de John peut se préparer à passer les menottes à son suspect. Observez attentivement l'expression de John. Il lit pour la première fois les mots magiques 1000 fois entendus à la télévision et au cinéma. Vous avez le droit absolu de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, etc. etc. C'est stupide, mais ça fait extrêmement plaisir de les prononcer à voix haute pour la première fois après une grosse enquête ou une bonne scène d'action. Il est temps de revenir à l'enquête initiale. Les joueurs appellent les uniformes locaux pour leur laisser leur prise et ils repartent pour suivre leurs investigations. Ils ne sont évidemment pas au bout de leur surprise. Aux âmes perdues de l'équipe de plus ou moins geek. Franck, t'en fais un tout petit peu trop. Chut, s'il te plaît, David, respecte les morts. Merci. Je me rappelle de tous ces personnages beaux, fringants. Je me rappelle surtout de la plus jeune. Rurik. Non, Yumi. Oh, pardon, Boulette. Bah justement, Yumi, ça tombe bien, c'est elle qu'on va retrouver. Rubrique cosplay avec Yumi. Salut à tous, si vous voulez deviner qui est mon invité aujourd'hui, 4 indices. Indice numéro 1, elle porte le nom d'une ancienne prophétresse. Indice numéro 2, elle possède un artefact. Indice numéro 3, c'est une perle. Indice numéro 4, elle a de longs cheveux bleus. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que je dois t'appeler déjà? Lynn. Lynn, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Je suis étudiante en informatique, j'ai eu mon diplôme l'année dernière. D'accord, je pense qu'il est maintenant temps de découvrir son identité secrète. Lynn, tu vas nous parler un peu de ton cosplay? Alors c'est le personnage Padran Suyul de Final Fantasy XIII-2. C'est un personnage assez récent, parce que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Et tout le long, j'ai essayé de comprendre un peu le personnage. D'accord. Qui m'intriguait énormément. Mais en même temps, donc tu as en fait travaillé aussi la côté personnalité du personnage, pas seulement que l'apparence physique. Oui, il faut savoir qu'en convention, on aime bien être dans la peau du personnage. Donc c'est un personnage assez calme, assez serein, mais en même temps très enfantin. Tu vas nous parler un peu de comment tu as débuté pour ton cosplay, Oui. peut-être des croquis, des patrons. Alors j'ai commencé déjà par la jupe.
la jupe, parce que elle m'évoquait en fait les tuniques de patinage que faisait ma mère pour ma grande sœur. Et donc, dès que j'ai vu la jupe, j'ai dit je vais prendre du lycra parce que c'est fluide. Donc j'ai essayé de regarder comment elle était faite. Alors j'ai utilisé en fait ce qu'on appelle le logiciel Xena Lara parce que ça permet de tourner autour du personnage en 3D en ayant le modèle du jeu. Donc tu avais déjà un patron, tu l'as repris? J'ai pas, en fait non, justement, je refais mes patrons moi-même à chaque fois. J'ai eu l'idée de refaire en fait un short en dessous pour que ce soit plus pratique. D'accord, donc pour le haut par contre, tu as utilisé le même tissu ou tu as changé? J'ai utilisé un tissu un peu plus fin, mais doublé de lycra en fait, pour avoir justement cette opacité, pour pas qu'on voit à travers. Les bracelets, eux, sont faits en pâte Fimo, donc je les ai toutes faites à la main, une par une. Et j'en ai fait énormément. Il fallait absolument que la même séquence de couleurs soit au même endroit. Je voulais vraiment respecter la séquence de couleurs. D'accord. Et au niveau de l'accessoire en coiffe, oui. Donc c'est plusieurs matières différentes ou... Alors, oui. Alors, ces petits détails d'ailleurs sont faits en, vous allez rire, en papier d'aluminium alimentaire. En papier d'aluminium alimentaire. Je les ai modelés et je les ai collés, tout simplement, pour pouvoir donner ce petit relief. Au niveau juste des attaches, donc tu as mis un serre-tête transparent, c'est ça? Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre de serre-tête parce que c'est vraiment très très lourd. Donc là, le serre-tête me permet de le garder bien sur la tête. Et si j'ai pas voulu directement coller le serre-tête, c'est parce que si le serre-tête se casse, si j'en ai un de rechange, je peux le changer. Plutôt pratique dans les conventions si tu casses. Je suis très prévoyante, c'est pour ça. On n'a pas bien vu derrière, mais il y a quand même une partie en fourrure. La partie en fourrure, oui. Alors cette partie-là, elle est munie de poches. Voilà, c'est la petite astuce aussi convention, c'est quand on a besoin d'avoir des choses sur soi, on aime bien avoir des poches. La jupe et le haut ont été teints avec une teinture un peu particulière. Au lieu de faire ça, de faire des dégradés avec des peintures acryliques ou autres techniques de ce genre-là, j'ai utilisé des capsules. Alors c'était pas évident parce qu'un dégradé, il faut bien le faire, il faut qu'il n'y ait pas de démarcation. L'astuce pour éviter d'avoir des démarcations, c'est quand on sort du bain, prendre une brosse avec un peu de savon et frotter dans ce sens-là pour pouvoir casser en fait la ligne qui peut se former. Donc il faut quand même beaucoup de temps si on veut faire un dégradé de couleur, c'est voilà, ça? Exactement. Avec ce genre de matière du moins. Pour le cosplay de Yule, environ 4 mois de travail, plus de 5 mètres de tissu, 2 heures de teinture par élément et plus de 200 perles. Coupé! Franck, toi qui vas pas bien, tu sais ce qui te ferait du bien justement? Non. Une bonne psychanalyse. Parlez-moi de votre enfance. Eh ben, écoutez, elle était pas très claire, si je puis dire, étant donné que j'étais souvent à la cave. Mais bon, je m'en suis sorti comme je pouvais. Hein. Alors, et comment voyez-vous les derniers instants de l'équipe de Plus ou Moins Geek qui, soi-disant, serait décédée? Bah, ce serait un peu chelou, étant donné qu'ils seraient tous bouffés entre eux, comme dans le film Les Survivants. Et je me dis que ceux qui ont dû manger RL devaient avoir faim après. C'est pas faux. Quel sujet voulez-vous qu'on aborde juste après? Eh ben, je sais pas, par exemple celui-ci. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, les amis, l'enquête geek va montrer les crocs, vous faisant plonger dans une lecture 100% décomplexée. J'ai encore plein de jeux de mots pourris, mais je vais vous les épargner. Bienvenue dans la Bitlit. 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 Mais qu'est-ce que c'est que la Bitlit? C'est un terme qui a été inventé par une maison d'édition, un éditeur. Donc, l'urban fantasy, sont les anglo-saxons qui ont inventé ce genre littéraire. Mais c'est vrai qu'on dit aussi bitlit, qui est le terme plus utilisé en France, en fait, qui, je pense, est peut-être plus effectivement parlant, puisque ça vient effectivement ça veut dire vraiment littérature de mordu, quoi. C'est simplement de la littérature pour filles, avec des créatures surnaturelles comme les vampires, les loups-garous, enfin tout ce qui mord, quoi. La bitlit, c'est certes un genre littéraire, en tout cas c'est le nom que nous avons voulu donner chez Milady à ce genre littéraire, mais c'est aussi évidemment les séries télé, le cinéma. La bitlit, ça recoupe beaucoup de choses, c'est-à-dire la paranormal romance, l'urban fantasy, etc. Il n'y a pas que des vampires, on a d'autres créatures qui arrivent, c'est vrai qu'on maintenant on connaît, on a les anges, mais il ne faut pas oublier aussi les zombies, voilà, il y a tout
un bestiaire. Un bestiaire en pleine expansion, puisqu'aux États-Unis, les meilleures ventes s'écoulent à 500 000 exemplaires. Les Françaises commencent à arriver à 80 000. Et ce n'est pas pour me déplaire, ces sorcières sexy, ces loups-garous poilus. On s'est lancé dans la Beat-Lit quand on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose aux États-Unis. Et on s'est aperçu à peu près au milieu des années 2000 qu'il y avait cette tendance très forte aux États-Unis qui mêlait globalement pas mal d'influences, en particulier celle de la série télé Buffy. Mais quel est le profil des lecteurs? Le profil des lecteurs de Beat-Lit, il est très majoritairement féminin, ça c'est sûr. C'est difficile de donner un chiffre, mais on est facilement à 90%. Parce que la Beat-Lit, c'est un genre écrit par les femmes, lu par les femmes et dont les protagonistes sont des femmes. Ça plaît pas mal aux hommes aussi. Je pense que le côté un petit peu érotique et tout ça qu'il y a dedans doit aider un peu à ce que les hommes aiment ce genre de littérature. C'est mon frère, étonnamment, qui m'a offert les premiers livres. Il m'a dit, écoute, lis ça, ça va beaucoup t'amuser. Effectivement, quand j'en ai lu, je me suis beaucoup amusée. C'est très léger, très facile à lire. C'est pas de la grande littérature, mais c'est très agréable. Ce sont des bons moments de détente. Être considéré comme un roman de gare, techniquement non, mais c'est sûr que c'est pas une littérature prise de tête. Vous avez une héroïne, il y a une enquête, il y a du sexe, il y a... Voilà. C'est un roman qu'on prend et qu'on lit parce que voilà, c'est pour s'évader, c'est pour se changer les idées. Pour moi, c'est une littérature populaire, mais littérature populaire, ça n'a jamais été une insulte, bien au contraire. La Beat-Lit, c'est une littérature sans prise de tête, digne héritière des romans de gare. Un genre en pleine expansion qui s'affiche dans tous les rayons des librairies. À la base, c'est plus des héroïnes. Soit elles sont elles-mêmes des êtres surnaturels, soit elles vont se battre contre ou tomber amoureuses, voilà. C'est un petit peu toujours la même trame. Moi, je voulais une héroïne qui se pose pas de questions, une héroïne qui soit justement pure et dure et violente, sans remords, sans état d'âme, et qui, elle, au contraire, apprenne l'humanité petit à petit en vivant parmi les humains. Quand je lisais l'urban fantasy, je me disais pourquoi elle se pose autant de questions? De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, elle n'était pas assez pragmatique. Les héroïnes n'étaient pas assez pragmatiques. Et moi, j'avais envie d'avoir quelqu'un de différent, une héroïne un peu différente. Rebecca Keane, déjà 3 volumes à succès avec Traqué, Pacte de sang, Potion macabre et plein d'autres devraient suivre. Quelles sont les œuvres idéales pour celui ou celle qui voudrait se plonger dans la nouvelle littérature? Moi, ce que je conseille, et ce que j'ai déjà conseillé à plusieurs amis, les classiques du genre, on a effectivement un auteur comme Laurel K. Hamilton, avec Mary Gentry ou Anita Blake. Anita Blake, je pense. Je reste là-dessus. Comme dit, c'est elle qui m'a fait découvrir la Beat-Lit. Et puis, ouais, je trouve que ça correspond vraiment bien au genre. On a aussi La Communauté du Sud, qui est peut-être plus... C'est vrai que plus accessible pour les novices parce que c'est une écriture assez accrocheur. On peut aussi lire Rebecca Keane, qui est le premier succès français de Beat-Lit. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment une Française s'est emparée finalement des codes du genre. Les personnes qui ont vraiment créé l'urban fantasy, c'est Laurel K. Hamilton et Kim Harrison. À peu près à la même époque aux États-Unis. Elles ont défini les bases. Et tous les auteurs qui ont travaillé par la suite l'urban fantasy se sont fixés sur leur base à elles. Patricia Briggs, J.R. Ward, Janine Frost, c'est des tirages qui flirtent assez facilement avec les 20 000 exemplaires. On peut gager que les auteurs de Beat-Lit francophones vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus présentes et de mieux en mieux représentées par l'édition. L'urban fantasy commence à acquérir ses lettres de noblesse. On va envahir les Américains, j'espère. Je croise les doigts incessamment sous peu. Car les discussions sont bien entamées pour voir Rebecca Keane traduite au pays de l'oncle Sam. Franck, ça suffit. Personne n'est mort. Arrête de faire la comédie. Ah, tu m'écrases le pied. Oh, pardon. Je suis désolé. En fait, j'y pense, si tout le monde est mort, moi je peux prendre la place de tous les chroniqueurs. C'est ça, oui. Mais déjà, on va retrouver François, ça sera déjà pas mal. Hein. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Les amis, bienvenue dans le monde des MMORPG et non des Meuporg, des jeux en ligne massivement multijoueurs et dont Noob est la web-série phare. Bien, on est au complet, on va pouvoir commencer les nouvelles quêtes. Advienne que pourra. C'est l'histoire de
toute une bande, on va dire 4 personnes, qui ne sont pas très très bons dans le thème des jeux vidéo en ligne. D'ailleurs, il faut bien différencier le noob du newbie. Le newbie, c'est le débutant qui va devenir fort ensuite. Le noob, c'est le débutant qui n'est pas très bon, mais qui reste mauvais tout en évoluant. Donc on peut être niveau 100 et être un noob. Et donc, ce sont des gens qui évoluent dans un monde virtuel et qui sont obligés de se supporter parce que c'est un jeu dans lequel il faut s'entraider pour évoluer. L'effet de surprise a fonctionné. Bon, dès qu'il reprend ses esprits, je m'occupe de le tanker. Pendant ce temps-là, Sparadrap, tu me heal. Noob en chiffres. On a dépassé les 30 millions de vues sur notre page. Ça fait une moyenne d'à peu près 330 000 vues par épisode. Au début, ça a été drôle parce que on s'est dit mince, tout ça pour nous, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Nous, ça fonctionne très bien en fait. Ça reste un délire entre potes, mais quand on voit cet engouement auprès des personnes qui le regardent, auprès des fans, je fais mince et tout. Donc ça a bien marché quand même, nous, mais ça marche toujours bien. Quand on est arrivé à 10 000, après on va dire 10 jours de sortie, on était aux anges, on franchissait la barre des 10 000, c'était la fête pendant une semaine. Ensuite, on est arrivé à 10 000, mais le soir de la sortie. Aujourd'hui, on fait à peu près 60 000 dans la soirée. On a même atteint une fois 75 000 dans une soirée et on atteint les 100 000 très facilement dans la semaine. Mais ce serait pas Fred et Seb qui nous font des infidélités? Alors peut-être que moi aussi je pourrais jouer dedans. Ah bah non, je ne suis qu'une voix off. Quel a été le déclic pour cette série, les amis? Je pense que c'est les épisodes 12 et 13 de la saison 1. C'était la première fois qu'on montrait un donjon dans la saison. Donc là, on est rentré dans le vif du sujet parce que dans les MMORPG, il y a énormément de place pour le combat, l'évolution, etc. Et alors là, on avait fait donc le donjon de Mortegarde en 2 épisodes. Et c'est là que les gens ont vraiment senti le potentiel à la fois comique et épique de Noob. Je pense que c'est le déclencheur. Fred, qui incarnes-tu dans Noob en fait? C'est un prêtre, c'est-à-dire un médecin, si vous préférez, dans le vrai monde. Et au sein de sa guilde, il est donc censé soigner ses amis, qu'il fait très mal en fait. Il est très maladroit, un peu simplé, on va dire, un peu bébête sur les bords, mais très 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 gentil et très naïf. C'est un personnage qui est attachant. J'avais déjà tourné pour des potes, mais effectivement c'était la première fois que je tournais pour Fabien. Donc déjà on me demande souvent, ouais, est-ce que tu as fait des cours de théâtre et tout? Je fais non, pas du tout, en fait, je suis comme tout le monde. À part ceux qui ont pris des cours de théâtre, mais non, pas du tout. J'ai jamais pris de cours de théâtre. Ça a été comme ça, sur le feeling. Fabien est arrivé en me présentant le personnage, puis voilà, c'est pas grave, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Dis-moi, est-ce que tu saurais où se trouve le reste de ma guilde? Mais oui, bonne idée! On va faire un feu d'artifice d'incantation pour que les autres puissent nous voir de loin. Comme ça, ils viendront à notre rencontre. Parmi les 40 personnages vus dans la série, quel est ton préféré? Mon préféré, et ce n'est pas parce que je suis avec Gaïa dans la vraie vie, c'est le personnage de Gaïa. Cette fille a une faculté à avoir des expressions de toon, et elle parle super vite, et c'est vraiment un toon vivant, et j'ai l'impression de tourner un manga en live en fait, quand je joue avec elle. Elle a une façon de jouer qui me plaît beaucoup. J'ai du mal à donner un ordre, voilà, mais bon, Gaïa est assez jolie, donc elle par contre elle est un peu au-dessus des autres. Quand je repense à la tronche qu'il a tirée devant tous ses témoins, ça vaut tous les crédits du monde. Déjà 100 000 vues sur le blog de Gaïa.com. Cette vidéo va me rapporter une petite fortune. Quelle sera l'évolution de la série? L'évolution, elle est technique, c'est-à-dire qu'au début, on filmait pas en HD, on avait une grosse caméra qui était très agréable, mais un petit peu dépassée quand même. Maintenant, on tourne avec 2 caméras, ce qui permet d'augmenter le nombre de plans et donc d'augmenter le dynamisme des épisodes. Apparue en 2008, la série a connu une jolie évolution visuelle. Oui, et tout cela met en valeur des personnages représentés par leur avatar à l'intérieur du jeu. C'est pour ça qu'ils ont une petite icône au-dessus de la tête. Une scène vache? Quand tu vois le vrai boulot de Sparadrap dans la vie. Je suis censé être une star du tennis, donc il a fallu que je fasse des acrobaties, il fallait que je fasse le bête en tapant des balles de tennis, mais c'est pas péjoratif. Quand on est prêt à jouer Sparadrap, on est prêt à tout jouer. Donc du coup, j'ai pas trop de scènes vaches, non. Quel sera l'avenir de Noob? La saison 5 de Noob, qui sera le grand final du premier cycle, mais depuis la saison 3, j'ai quand même un gros scénario qui est prévu pour le 2e cycle. Si vous êtes addict de la série ou que vous allez le devenir, sachez que vous pouvez prolonger l'aventure grâce à des romans Noob, les 7 tomes de la BD Noob, très bonne vente en librairie ou encore en vous procurant les CD des bandes originales. Noob est fier de l'être. Franck, moi et mon pote Yoshi à la télévision, on se demandait, tu fous quoi
Mais là, je suis en train d'invoquer l'équipe de plus ou moins geek depuis l'au-delà. Alors il va te falloir un plus gros verre, hein, parce que... Mais non, c'est bon, le spiritisme, on peut tout faire. Allez, vas-y, mets ton doigt. D'accord. Allez, c'est parti. Ferme les yeux. Équipe de plus ou moins geek, êtes-vous là? Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service C'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi? Ils sont tous morts? Je suis sûr RL va venir me hanter et m'obliger à porter ses lunettes. Ça, c'est dark. Ouais, ça, c'est horrible. Ça, c'est très très méchant. Oh non. Allez, on a 4 minutes 30 pour se reposer en revoyant la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau dédié à Cthulhu. J'ai trop peur. Cthulhu. Ça fait peur. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Comme Donjons et Dragons ou Shadowrun, l'Appel de Cthulhu est un immense jeu de rôle, un grand classique que tous les rôlistes connaissent, mais pas tous les geeks. Le jeu est inspiré de l'œuvre d'Howard Philip Lovecraft. Les joueurs y incarnent de vaillants malchanceux qui se retrouvent malgré eux confrontés à des entités cosmiques dont l'éveil pourrait causer la fin de l'humanité. Et comme tous les jeux de rôle, l'histoire y est interactive, elle évolue en fonction des actions des joueurs. Nous rejoignons les joueurs au début d'une nouvelle partie. Leurs personnages ne se connaissent pas et ils sont en train de se présenter l'un à l'autre. Robin joue un détective privé et Henri incarne un médecin. Le meneur de jeu leur explique que leurs personnages ont été appelés à la rescousse par un ami mutuel qui rencontre quelques problèmes. Ce propriétaire immobilier possède une demeure que ses locataires essayent de faire passer pour hantée. Rares sont ceux qui ont trouvé le fin mot de cette affaire. On va revenir à présent aux joueurs qui sont en train de discuter de la marche à suivre. Henri, lui, veut se rendre immédiatement dans la maison, visiter la demeure. De son côté, Robin, qui a un petit peu plus d'expérience avec l'appel de Cthulhu, souhaite prendre un maximum d'informations avant de se rendre sur les lieux. Les joueurs se répartissent donc les tâches. Le médecin, lui, va aller prendre des nouvelles de la dernière locataire à l'asile d'Arkham, oui, l'asile d'Arkham, qui était dans l'appel de Cthulhu bien avant d'être dans Batman, et de son côté, le privé, lui, va aller faire un tour au cadastre. C'est une nouvelle scène. Au sanatorium, Henri est en train d'essayer de faire parler les anciens locataires. Malheureusement, le mari reste désespérément muet. Henri fait cependant de gros efforts avec Madame Macario et le maître le remarque. Le meneur lui demande de faire un test pour l'interroger. Avec sa compétence, Henri a 20% de chance de réussir. 17, c'est donc une réussite. Madame Macario commence à parler. Le médecin de l'équipe obtient ainsi quelques révélations sur ce qui attend nos deux compères dans la demeure. Pendant ce temps, Robin est au cadastre où il essaye d'obtenir un maximum d'informations. Le meneur lui demande un test de bibliothèque. En l'occurrence, le personnage de Robin, le privé, a un petit problème. Il n'est pas très doué pour les recherches en bibliothèque. Et finalement, il a une excellente idée. Il va tenter de séduire une employée pour qu'elle fasse le travail à sa place. C'est un bon plan, puisque le privé a un très bon score en baratin. Robin lance les dés. 32, c'est une réussite. Le MJ lui décrit donc le résultat. Un historique de la maison qui le ramène à un certain Corbett, propriétaire de 1835 jusqu'à sa mort en 1866. Les joueurs ont mis leurs informations en commun et ils viennent de décider de se rendre directement à la demeure. Méthodiquement, ils visitent chacune des pièces. Le MJ leur décrit les lieux, rien d'inhabituel, mais regardez comme les joueurs sont sur leur garde. Ils pressentent que quelque chose va se passer. Robin n'attend pas la fin de la visite de la maison, il annonce dès à présent que son personnage va fouiller les pièces et faire des jets de toc. On remarque qu'Henri s'est ramassé dans son fauteuil. L'ambiance si particulière à l'appel de Cthulhu fait définitivement son effet. Les joueurs sont en train de discuter et le MJ vient de taper sur la table. Les joueurs ont sursauté, ça marche presque à chaque fois. Ils en rigolent, mais le meneur a clairement réussi son coup. Il annonce aux joueurs que leurs personnages sont réveillés par des bruits sourds en provenance d'une chambre vide à l'étage. Henri réagit tout de suite, il annonce que son personnage monte. Il fait entrer son personnage dans la pièce. Robin, lui, déclare qu'il reste à la porte. Le MJ signale aux deux joueurs que les bruits semblent provenir du radiateur près de la fenêtre. La tension est à son comble. Henri fait avancer son médecin pour voir ce qui se passe du côté du radiateur. Le MJ est toujours debout, il décrit. La porte de la chambre claque soudain et le lit à baldaquin avance d'un coup sur le personnage d'Henri. Le médecin va tenter un jet d'athlétisme pour peut-être s'en tirer. Les dés roulent. Manqué. Le médecin est sonné par le choc. Il va perdre 5 points de vie. La porte s'ouvre enfin et le détective attrape son ami. Ils vont quitter les lieux précipitamment. Le lit, lui, reste immobile. Choqués, les personnages des joueurs sont un peu démunis au matin. Évidemment, les plaies du personnage de Henri sont pensées depuis longtemps, mais son esprit cartésien, lui, en a pris un coup. C'est une des particularités de l'appel de Cthulhu. Les personnages, lorsqu'ils sont confrontés au surnaturel, perdent des points de santé mentale. À force, les joueurs finissent par craindre la folie plus que la mort, et de nombreux personnages finissent à l'asile, comme les héros des nouvelles de Lovecraft. La santé revient vite en fin de compte. La santé mentale, pas vraiment. Ça, les joueurs l'ignorent, et puis après tout, ils jouent leur rôle. Ce sont des WASP dans les années 20.
Les joueurs multiplient les idées, discutent entre eux, échangent avec le meneur. Dans tous les cas, ils sont à présent sûrs que le fantôme est dans la chambre, ce qui est une erreur. Dans quelques heures, perdus, à court d'idées, ils tenteront probablement de faire sauter la maison à la dynamite, comme tant d'autres avant eux. C'est dommage, ils étaient si bien partis. Mais attends, si je me débarrasse de David, je pourrais devenir l'ultime chroniqueur de Plus ou Moins Geek, ce serait simple. Il faudrait juste que je me rase les cheveux d'un côté, que je me laisse pousser les cheveux de l'autre, que je porte des chemises hawaïennes avec des corsets par-dessus, une petite casquette pour faire genre réalisateur, j'aurais des tatouages partout, je prendrais 20 cm, 20 kg, ensuite je dirais des phrases genre indice numéro 1, indice numéro 2, j'aurais une voix super grave et je balancerais aussi des dates. Ce serait énorme, je serais la fusion de tout le monde et je serais le maître du monde. Tu sais ce que tu serais surtout ? Non. Tu serais très moche. Hein ? Et ça tombe bien parce que tout de suite, un sujet sur les cartes Kratos. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, nous allons accueillir Gaston Bouton, Lionel Poubelle, Mauvaise Hélène, Karine Vermine, Jean-Louis Dégueulis ou encore Cyril, notre invité, ou bien Mathieu le Dégueu. Bienvenue dans le monde des Kratos. Voilà, c'est mon univers, on va dire, les Kratos. Ah, la tête de nos parents quand on revenait avec nos petites cartes d'un mauvais goût assumé à la fin des années 80, toute une époque. Dans les années 85 à 87, il y a la société Topps Company, qui est une société qui est mondialement connue, surtout pour les cartes de baseball. Et ils ont décidé de faire des cartes autocollantes, des cartes de collection, avec une personne qui les a dessinées, qui s'appelle Art Spiegelman, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une bande dessinée avec une souris dans un camp de concentration. Et il y a un journaliste français qui était situé à New York, Alain Pinto, et qui a vu cette folie furieuse que les enfants avaient, et ses propres enfants avaient ça d'ailleurs, des cartes à foison. Et là, il a senti le bon coup venir, et il s'est dit, je vais ramener ça en France, il y a moyen que ça fonctionne. Et le 23 janvier 89, précisément, d'après les articles que j'ai pu lire, la sortie a été faite en France. Plus qu'un succès, un raz-de-marée noir de Kratos. Tout le monde y trouvera son petit nom détourné. Le prétexte aux États-Unis pour sortir ces cartes-là, ça a été de contrebalancer des poupées qui s'appelaient Cabbage, apparemment. Cabbage Pale Kid, je crois, ou Cabbage Kid. C'était des poupées toutes bêtes. Hein. Donc voilà, ils ont repris le même design, un joufflu, etc. Et ils l'ont adapté. Donc ils ont toujours le même design, plus ou moins dégueulasse, en gros, mais toujours le joufflu. Voilà. Il y a eu un film aussi qui est sorti aux États-Unis. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu. Il est de notoriété publique que c'est un flop et un nanar sans nom. En France, le succès est total. 12 millions de cartes vendues pour l'album numéro 1, 550 000 albums et 23 500 points de vente. C'est quand même pas mal. Le principe, c'est d'avoir l'image la plus dégueu. Dégueu propre, hein. En tout cas, pour un enfant de 11 ans, il n'y avait rien qui était vraiment matière à se bloquer le visage, tellement ça a été effrayant. Donc c'était drôle pour un enfant de 11 ans. Mais les Kratos suscitent vite une polémique grandissante. Ouh, qu'ils dépravent la jeunesse. Ouh, que ça va en faire une génération qui regardera des années plus tard, plus ou moins geek. Incroyablement rapide, les journaux se sont emparés de la chose et ont jugé ces cartes comme complètement néfastes pour la jeunesse. Les psychologues se sont insurgés, alors sauf celle qui a travaillé pour Alain Pinto, bien sûr, en disant que c'était absolument incroyable, des crottes de nez, du caca, du pipi, du vomi, des boutons, enfin bref, des choses qui, pour un enfant, ne faisaient pas grand-chose. Mais les parents d'élèves étaient s'insurger contre ça. Il y a même une petite anecdote, une école à Montrouge qui avait donné une note aux parents d'élèves en disant « Attention aux poux et aux Kratos ». Mais l'opposant le plus farouche portait un bonnet rouge. Il était complètement fou furieux par rapport à ça. Il jugeait que, bon, alors qu'il n'aime pas, évidemment, son âge n'était pas vraiment propice à ce qu'il en achète, mais il était complètement obnubilé par le fait que les enfants qui allaient acheter ça, ou qui allaient lire ça, ou regarder ces images, allaient être pervertis et complètement des Hannibal Lecter en puissance, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que ça ferait plus d'1 million d'Hannibal Lecter français, mais combien de cartes au total se sont écoulées en France? Alors j'ai pas vraiment les chiffres sur le deuxième album à proprement parler, toujours est-il que sur une année, en France exclusivement, il s'est vendu 40 millions de cartes. Il s'en est vendu, je présume, fortement jusqu'en 1990. Et après, ça s'est un petit peu tassé, puis autre chose est arrivé. Et en 2004, un troisième album est sorti, donc celui-ci. Pas de grande nouveauté, hein, la même chose. La différence, c'est que nous étions en 2004. Et qu'en 2004, les enfants de 11 ans, des crottes de nez, du pipi, du caca,
ça ne les choque plus, ça ne les fait plus rigoler. Enfin, ça fait toujours rigoler, mais plus aucun intérêt. Les crados se sont déclinés en plusieurs familles au doux nom plutôt glamour. Les dégueulos, les crevos ou encore les déchiros. Mais qui les recherche aujourd'hui? Il y a soit des collectionneurs alors, français, donc comme moi, qui veulent échanger, compléter leur collection, ou qui se disent « Ah oui, c'est vrai, les crados, exact ». Ah ouais, mais c'est vrai que mes parents ne voulaient pas que j'en achète, et puis, oh, je l'ai balancé, il était dans mon grenier, j'ai déménagé, je l'ai foutu en l'air. J'aimerais vraiment le récupérer, où est-ce que je peux en trouver, quel est le moyen de m'en procurer, est-ce qu'on trouve... quels sont les moyens de... ça peut coûter aussi, parce que je pense qu'il y a certains qui craquent un peu sur les prix quand même. Et je dirais que la majorité des contacts ne sont pas français, ils sont plutôt américains, ils veulent compléter leur collection. Parfois, je vais en acheter en France pour leur réexpédier aux États-Unis. Je faisais l'intermédiaire, un peu le dealer de cartes. Dealer honnête, donc ça va. Mais il doit y avoir un crados avec ton prénom. Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non, il n'y a pas Cyril. Alors je pense qu'il y a avec David, mais il faudrait que je cherche, je n'ai pas le mot, mais ça peut se trouver. Hein. Problème résolu. Voici la carte sortie de l'esprit déviant de notre graphiste. Et une partie de l'équipe de Plus ou Moins Geek, bien entendu. Vous êtes moche, mais on vous aime quand même, les crados. C'est moelleux quand même. Hein. Tiens David, pour m'excuser, je t'ai fait un petit café. Oh, il est mignon. Ça y est, t'as plus d'idées noires, t'as plus des trucs tortus? Non, bah non, c'est bon, ça va maintenant. Ça va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh bah il va pas bien hein, apparemment. Hein. Tout de suite, un sujet sur... André Chéret, ça a mis du temps. Hein. Bon, il faut ce qu'il faut. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Bon sang, mais c'est moi à l'image. Oh, ce corps svelte et musclé, cette crinière virile, ces abdos sans faille. Ah non, on me dit que c'est lui en fait. Rencontre avec André Chéret, haut créateur de Raon, qui après avoir tâté le métier d'imprimeur ou encore de décorateur de cinéma, fit ses gammes au magazine Vaillant. J'ai commencé à Vaillant quand je suis rentré de l'armée. J'ai rencontré d'ailleurs Roger Lecureux à l'époque. Je l'avais rencontré un petit peu avant de mon service militaire. Quand il m'avait vu, il m'avait sorti 2 planches de Poivet, des pionniers d'Espérance. Il m'a dit, quand tu sauras faire ça, tu n'auras qu'à revenir. Et je suis revenu un peu plus tard. Quelles sont tes influences en BD? Mes influences en BD, c'était surtout Tarzan. Je lisais beaucoup Tarzan quand j'étais petit. J'ai eu aussi Pélos. C'était une femme qui se trimballait dans la jungle. Qu'est-ce que tu t'es interdit sur Raon? Ce que je me suis interdit dans Raon, c'est de le faire vieillir. Il est toujours jeune, il est toujours dynamique. Avec Roger Lecureux, on avait la même mentalité, c'est-à-dire on voulait faire parler de l'homme et puis le faire évoluer, lui faire comprendre que les sorciers et compagnie étaient vraiment néfastes pour les hommes. Comment est née la BD Domino? J'avais demandé à Greg, Michel Greg, qui était à l'époque rédacteur en chef du journal Tintin, et puis je lui avais parlé d'un personnage qui passait à la télévision, qui était Max la Menace. C'était un détective privé qui était un peu idiot, quoi. Et on est parti de cette idée-là. Et puis Greg a eu l'idée de le faire évoluer, lui, au temps de la Régence. C'est-à-dire que là, c'est la cape et l'épée. Alors Domino, il s'est très mal monté à cheval, il sait très mal se battre à l'épée, et puis il y a beaucoup de gags. C'est un dessin réaliste, tout en étant avec des textes humoristiques. Et ça m'a beaucoup amusé. J'avais fait aussi une bande dessinée sur Gavroche. Et j'avais beaucoup aimé ça. Il y avait beaucoup plus de sentiments dedans que ce que mon scénariste me demandait de faire. Il y a eu pas mal d'autres petites bandes dessinées comme ça que j'avais fait. Eh oui, car André a traîné ses crayons sur des terrains plus surprenants les uns que les autres. Q, le secret du judo, ou encore Chirac dans tous ses états, une œuvre collective. Une BD sur Yannick Noah, parue en 1984 dans le journal de Mickey. Mais revenons à Raon.
André, que penses-tu des dessins animés Rahan, justement? Dans le premier dessin animé de Rahan, c'était bien parce que ils ont vraiment reproduit pratiquement mes dessins en dessin animé. Mais là, on vient de ressortir un dessin animé chez Xilam, mais ce dessin animé ne nous convient pas du tout, ni à Jean-François Cureux, ni à moi, parce que d'abord, Rahan est habillé, ils l'ont rajeuni, il est manganisé à mort. Il y a des sorcières qui ont beaucoup plus de pouvoir que Rahan en a. Et puis ils oublient de temps en temps de lui mettre son collier, ils oublient de temps en temps de lui mettre son couteau. Il n'y a plus aucune valeur de Rahan dedans. As-tu déjà pensé à adapter Rahan au cinéma? Ah si. Si, là on est en train d'essayer de négocier avec des producteurs, mais c'est un peu long. Mais ça va venir. Avec Jean-François Lecureux, on va reprendre les choses en main parce qu'on ne veut pas que notre personnage soit dévié de la mentalité qu'il a au départ. Le réalisateur du Pacte des loups, Christophe Gans, avait déjà tenté le coup. Oui, mais il a été un peu trop gourmand et puis il voulait faire un petit peu trop de chabanisme dedans et donc c'est pas du tout le sujet de Rahan. As-tu une technique particulière pour dessiner? Il y a des fois, je fais Rahan à travers l'œil d'une bête ou même de Rahan. C'est une vision que j'ai comme ça. Moi, j'ai jamais fait de cours de dessin, j'ai jamais appris à dessiner, mais c'est cette technique plutôt cinématographique que j'emploie. Et quels sont tes projets pour l'avenir? On sort bientôt un beau livre, c'est Soleil, un gros livre aussi en noir et blanc. C'est une volonté de l'éditeur de faire du noir et blanc, pour reprendre un petit peu la mentalité des premiers Rahan qui étaient dans Pif Gadget. Il y a aussi un album qui va sortir en 3D. Alors là, il est en train de se fabriquer. Et puis l'année prochaine, je crois qu'on va faire un album avec Rahan, retourner un petit peu à nos sources, je crois. Rahan, pilier du magazine Pif Gadget pour les plus anciens d'entre vous, n'a donc pas fini de courir en petit short, qui, ma foi, me rappelle quelques tentatives personnelles, mais je n'en dirai pas plus, parole de voix off. Ah, qu'est-ce que je suis bien sur ce plateau tout seul. Wow, c'est quoi ce délire? Franck, je suis revenu d'entre les morts pour te hanter. Oh non, mais avec le pire des moyens. C'est quoi? C'est Toto qui voit son père et son non, père pas les lui dit, blagues de Toto. ramène-moi du boudin Pas et les du jus de blagues pomme. de Et Toto. Toto, il va à la salle d'arcade, il met J'entends ses pas les sous. blagues de Toto. Et là, On va lancer une rubrique histoire et nouvelles technologies tout de suite et on va éviter les blagues de Toto. Merci. Là, Toto, non, il va à la s'il te plaît. La. Rubrique Histoire et nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bonjour patron, on bosse sur quoi aujourd'hui comme sujet? Contact avec les extraterrestres. C'est parti. Alors je sais pas pour toi Baptiste, mais ce sujet a été beaucoup plus facile que certains. Le contact avec les extraterrestres, j'ai l'impression que c'est un sujet vu et revu. Donc moi je vais commencer par le commencement de l'histoire. 1947, nous sommes dans le Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Roswell, et un fameux soir, dans le champ de Mark Brazel, un objet qui s'apparente à une soucoupe volante va s'écraser dans son champ. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que Mark Brazel alerte les journaux locaux, ainsi que la division militaire la plus proche, qui est la 509e unité de bombardement atomique de Roswell, la seule base aux États-Unis qui dispose de la bombe atomique, et fait venir un de ses généraux. Moi, je pose la question, comment les personnes aussi haut gradées de cette unité ont pu confondre une soucoupe volante
avec un ballon-sonde, qui est l'explication officielle de l'armée américaine. Moi, patron, dans mes recherches d'un point de vue scientifique, je vais vous parler de grands projets qui permettent de sonder l'espace. Et notamment parler du projet SETI, ou plus communément appelé Grandes Oreilles. Moi, ce que je trouve sympa dans ce projet, même s'il date de 1960, c'est que depuis 1999, il existe un petit logiciel qui s'appelle SETI Atom, que tout un chacun peut installer chez soi, en tant que calculateur faisant partie du grand réseau de traitement de l'information des radiotélescopes du projet. Et j'irais même jusqu'à dire, pour continuer sur le traitement de l'information, qu'il existe un grand projet satellitaire de radiotélescope gigantesque, le plus grand du monde, qui s'appelle SKA, et qui est aujourd'hui en construction entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Imaginez la quantité d'informations et la taille du système. Ce projet est en train de se construire. Il permettrait de voir l'univers primordial à 13,7 milliards d'années-lumière et d'en entendre les échos. Alors les petits hommes mers, s'ils veulent communiquer avec nous, on est prêt à les recevoir. En 1996, au Brésil, à Varginha, une soucoupe volante, un OVNI, objet volant non identifié, s'écrase au Brésil. Que s'est-il passé à Varginha? En tout cas, aujourd'hui, l'Amérique du Sud est le seul continent à l'unanimité à reconnaître officiellement l'existence des OVNI. Et moi, je suis persuadé qu'avec les recherches que j'ai faites, que les extraterrestres, le contact extraterrestre, il faut le regarder sur notre planète et pas là-haut. Pourquoi? Parce que ça revient au même principe que d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin que de regarder dans la galaxie. Pour conclure, je me suis dit qu'il fallait que je trouve encore une personnalité, un homme qui représente ce qu'est la vraie recherche sur les extraterrestres. Cet homme a travaillé à la collaboration du film de Steven Spielberg, le fameux film Rencontre du troisième type. Cet homme s'appelle Alan Hynek. Je suis tombé un petit peu amoureux de ce personnage en faisant ces recherches. Je trouve que c'est un homme très carré qui a connu les deux côtés. C'est-à-dire qu'à la base, il a été embauché par l'US Air Force, par le gouvernement américain, pour détruire tous les témoignages d'OVNI sans exception. Et après plusieurs années de travail avec eux, il s'est rendu compte qu'une réalité physique existait derrière ce phénomène. Aujourd'hui, Alan Hynek est probablement la personne la plus respectée. Il est décédé malheureusement. Il nous a laissé beaucoup de choses et démontre encore une fois que les extraterrestres, il faut les rechercher sur la Terre, boss, pas dans l'espace. Et pour conclure, patron, je vais vous proposer une petite expérience que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Vous pouvez utiliser une boîte de conserve pour sonder le bruit de fond cosmologique et l'analyser directement à partir du projet SETI Atom. C'est une expérience intéressante qui vous permettra par vous-même de déterminer si vous recevez des signaux de provenance extraterrestre. C'est vraiment intéressant toutes ces recherches parce que entre la technique de Baptiste, les recherches et les témoignages et les personnalités qui ont travaillé sur le sujet que j'ai pu ramener sur notre enquête, on a vraiment l'impression que le sujet contact avec les extraterrestres est peut-être le dossier le plus complet de ce XXe siècle. En conclusion, nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation. Oh, c'est horrible, j'ai tué David, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Généralement, dans les films, ils font des happy end. Fondu au noir. Bonjour et bienvenue dans... Wow. Et on fait tourner les serviettes c'est énorme, on est revenu au début. C'est trop bien. Je suis content de te revoir, David. Franck, qu'est-ce qu'on a dit sur les bisous? Pas de bisous quand il y a une caméra. Ouais, mais là, c'est exceptionnel. Allez, ce qui est exceptionnel aussi, c'est ce premier best-of de Plus ou moins geek. Alors, on va voir les sujets les plus... Je suis désolé, il faut que je te coupe, mais ça, j'ai déjà tout vu, moi. Il faut que tu passes à la fin. Les réseaux sociaux? Ouais. Bah, c'est bizarre. Bon, allez, vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas nommer, tels que... Geekbook, Geekter, l'appli Geek, le site internet et plein de choses. Ouais. Ah, par contre, on n'a pas eu le best-of de la shopping list. Oh, je suis désolé, le truc bête, l'erreur. Allez, jingle. Tout de suite, la shopping list. Bonjour à tous et bienvenue dans la shopping list. Waouh, il n'y a pas grand-chose. Ah bah c'est ton best-of, mec. Ouais, quand même. Il y a quand même 4 personnes qui ont bossé dessus. Hein. Ah, waouh. Ouais. Allez les copains, on se retrouve très bientôt pour une reprise normale de notre émission. Bye bye. Salut.